Alors, je suis Alben Duriel. Je vais vous présenter un des clusters, un des secteurs de l'humanitaire d'urgence. Donc, c'est l'éducation en situation d'urgence. Alors, je me présente brièvement. Je suis candidate au doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi et je suis aussi formatrice, on va dire spécialiste de l'art, pratiques artistiques dans l'humanitaire d'urgence. Et vous allez voir, j'ai un focus qui se concentre sur l'éducation, mais pas que, sur la santé et aussi sur la protection. Donc cette photo, c'est donc lors d'une formation que j'ai réalisée en Syrie. Donc la grande fierté de cette formation, c'était de recevoir des Syriens d'un peu partout en Syrie, donc en 2019, chose qui n'est pas facile dans un contexte de guerre. Donc on avait des personnes de Deir ez-Zor, par exemple, qui a été pas particulièrement touchée par les bombardements, mais aussi Raqqa et à Saké, Kobané notamment. Donc c'est une formation qui avait pour but de faire comprendre les différents usages possibles des pratiques artistiques dans les activités psychosociales, de support psychosocial, mais aussi éducatives et psychologiques. Donc, je vous présente l'éducation en situation d'urgence ou Education in Emergencies, qui est aussi un concept très utilisé dans l'humanitaire. Donc, l'éducation est ainsi considérée comme une intervention nécessaire pour répondre aux situations d'urgence, une action humanitaire de réponse immédiate au conflit. On estime qu'on peut réduire le conflit à travers l'éducation, un droit fondamental, le droit à l'éducation, et une stratégie de développement, mais aussi un outil de protection. On estime, même si ce n'est pas toujours le cas, que l'éducation peut, par exemple, protéger de l'embrigadement dans des milices armées ou encore du mariage précoce, etc. Encore une fois, il y a beaucoup d'attaques qui ont lieu dans les écoles et on s'aperçoit que l'école n'est pas toujours un moyen de se protéger. Donc là, je vous rappelle les clusters, les fameux groupes sectoriels dans l'humanitaire. Donc pour rappel, il y a la santé, la logistique, la nutrition, la protection, l'abri, le WASH, le Camp Coordination and Management, le relèvement précoce, l'éducation, les télécoms, les télécommunications et la sécurité alimentaire. Donc là aussi, on pourrait estimer que l'éducation pourrait être partout, pourrait être intersectorielle. C'est le cas. Je pourrais donner des exemples dans chacun des secteurs. Mais moi, dans mon travail, je me concentre particulièrement sur l'éducation, la protection et la santé. On va voir rapidement que la santé n'est pas que la santé physique. Voilà, on considère que l'éducation apporte différentes choses et c'est pour ça qu'on la maintient. Effectivement, on considère que l'éducation est une source de bien-être pour le support socio-émotionnel et psychosocial. Vous allez voir, on va en reparler. Particulièrement importante, évidemment, en situation de conflit. Alors, les raisons d'être de l'éducation sont multiples. On estime que, et c'est pourquoi l'éducation en situation d'urgence est le quatrième pilier de l'humanitaire, c'est qu'il favorise le bien-être socio-émotionnel et psychosocial. Et donc, ce qui est primordial en situation de conflit en particulier, quand on a connu par exemple des sièges ou encore des violences psychologiques ou physiques. Elle constitue donc, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, une protection physique et sociale au niveau de la santé mentale et de la violence. L'école, l'éducation est censée aussi rétablir un sentiment de sécurité, de normalité, de stabilité, de structuration. Et bien sûr, ça permet potentiellement de maintenir des compétences scolaires et la réintroduction de la scolarisation. C'est plus facile de maintenir le minimum que d'être déscolarisé et de retourner à l'école. Autre chose, le droit à l'éducation, par la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, est le document relatif aux droits de l'homme le plus ratifié au monde. Alors, dans l'éducation en situation d'urgence, un type d'éducation est particulièrement développé, et bien c'est l'éducation non formelle. A contrario, l'éducation formelle, c'est tout ce qui se passe dans l'école, qui suit un curriculum souvent institué par l'État. Ici, on est dans des programmes d'éducation non formelle qui sont multiples, qui ont beaucoup d'objectifs différents, mais qui ont aussi des points communs. Alors, c'est quoi l'éducation non formelle? C'est tous les espaces, les dispositifs et les pratiques qui, partout en dehors de l'application académique du curriculum institutionnalisé par les autorités du pays, favorisent la mise en partage de savoir, qui favorisent eux-mêmes l'acquisition de compétences et de connaissances diverses. Là, il y a beaucoup d'exemples différents. Alors, comment? Eh bien, de façon consciente, volontaire, organisée, ou de façon plus inconsciente, implicite, par imprégnation. Et pour qui? Eh bien, pour tous, selon les objectifs et les cibles. Par exemple, ça peut être un groupe de travailleurs sociaux à qui on va faire des formations, ou alors des familles à qui on va justement sensibiliser
sur le bien-être des filles ou encore un groupe d'adolescentes, par exemple, à qui on essaierait de faire comprendre les bienfaits d'un maintien de l'éducation, par exemple, ou la santé sexuelle ou reproductive aussi, de sensibiliser à certaines questions. Donc cela recouvre de nombreux programmes. Mais comme peut-être les exemples vous ont permis de le comprendre, eh bien, il y a d'autres objectifs que le fait de maintenir une éducation. Et notamment, en zone de conflit, l'apprentissage socio-émotionnel qui vise à favoriser le développement de 5 ensembles interdépendants de compétences cognitives, affectives et comportementales pour faire face aux situations de conflit armé. Donc c'est d'après le CASEL, le Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Et en particulier, donc l'apprentissage socio-émotionnel, c'est souvent inclus dans les programmes scolaires, mais ça peut être aussi mis en place dans le cadre de l'éducation non formelle. Elle souhaite favoriser la conscience de soi, comme l'identification des émotions, la reconnaissance des forces et des besoins, et le développement d'un état d'esprit de croissance. Donc c'est autrement dit le développement et puis l'ouverture vers l'autre, vers le monde. La gestion de soi et la gestion des émotions, le contrôle des impulsions et le fait de pouvoir fixer des objectifs pour avancer. La conscience sociale, comme avoir les choses du point de vue des autres, faire preuve d'empathie et apprécier la diversité. L'apprentissage socio-émotionnel recouvre aussi les compétences relationnelles telles que la communication, la coopération et la résolution de conflits, mais aussi la prise de décision responsable, y compris la réflexion sur les conséquences de son comportement personnel. Donc ça, c'était la partie socio-émotionnelle, plus d'une visée éducative, mais aussi, on l'a vu, on commence à rentrer dans une dimension psychosociale. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier de la santé, et particulièrement de la santé mentale, qui doit devenir un élément clé, et qui l'est, de la réponse humanitaire. Dans les années à venir, elle va être appelée à être de plus en plus considérée. En fait, il est impossible de séparer la santé mentale et la santé globale de l'individu. Donc, il y a 3 dimensions, la dimension physique, psychologique et sociale qui sont interconnectées. La dimension psychosociale est alors définie comme la relation dynamique entre les aspects psychologiques de l'expérience, comme les pensées, les émotions et les comportements, et l'expérience sociale plus large, les relations, les réseaux familiaux et communautaires, les valeurs sociales et pratiques culturelles, où l'un influence l'autre. Donc, il y a plusieurs groupes qui travaillent sur ces thématiques que je vous invite à consulter. Donc l'INE, l'International Network for Education in Emergencies, le Centre de référence pour la FICR, donc la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour le soutien psychosocial, et le groupe de travail psychosocial que vous pourrez trouver également sur ces 2 sites. Donc comme on l'a vu, l'apprentissage socio-émotionnel, lui, est intégré dans les programmes éducatifs planifiés. Les programmes de soutien psychosocial, eux, par contre, se concentrent sur les réponses de crise aiguë et leurs effets sur le bien-être psychologique et social de l'enfant, les moins institutionnalisés. Pour terminer un petit peu sur la santé mentale et le support psychosocial, cette pyramide est intéressante à comprendre pour l'intervention, justement, dans l'humanitaire. On voit qu'il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que la grande majorité de la base de la pyramide constitue la majorité des individus qui vont, en temps de conflit, vont avoir besoin d'être considérés socialement et vont avoir besoin que l'on réponde aux services basiques de la sécurité, la santé, la nourriture, etc. Ils vont avoir besoin d'aide mise en sécurité. Ça constitue peut-être 80%, une grande majorité des individus. Ensuite, eh bien, il y a une résilience, donc le soutien de la famille, de la communauté, qui va être au travers de la résilience et du maintien de la santé psychosociale, et ça à travers la famille. Donc surtout pour les enfants et bien sûr les membres de la famille. Troisième élément, là ça va être un soutien un peu plus important qui va être au travers de sessions, par exemple, de campagnes de sensibilisation, des focus group où les personnes vont être amenées à discuter ensemble de sujets précis. Elles vont concerner, par exemple, des femmes qui n'ont plus de moyens de contraception ou encore, par exemple, des hommes qui n'auraient plus d'emploi et qui aimeraient faire des reconversions. Ils font appel à des services qui sont non spécialisés dans le médical, mais avec un support quand même plus spécifique. Et enfin, le sommet de la pyramide concerne les services de santé spécialisés, où là, on va avoir, par exemple, du soutien psychologique ou psychiatrique selon les cas, et là, on peut traiter des traumatismes plus graves. Donc ça me paraissait important de terminer sur cette pyramide, parce qu'en fait, on voit que le sommet est quand même plus petit que la base et que l'éducation et le support psychosocial en général, et peut-être même le socio-emotional learning, l'apprentissage socio-émotionnel,
peuvent être déjà des éléments intéressants pour venir, en support, en soutien aux populations affectées par le conflit et que, il ne faut pas psychologiser systématiquement la réponse, même si c'est intéressant qu'elle, bien sûr qu'elle existe, dans des situations telles. Enfin, voilà, j'ai décidé de terminer cette petite présentation très succincte de l'éducation en situation d'urgence et surtout de ces 3 domaines par une image où là, je proposais des tout jeunes enfants, entre 4 et 6 ans, de réaliser leur portrait dans un camp de personnes déplacées en Irak, au nord de l'Irak, le camp d'Ashti. Voilà, c'était leur première fois qu'ils posaient le pinceau sur la toile et bien sûr, c'est la première fois qu'ils prenaient conscience de leur portrait, de leur identité. Donc s'en est suivi de très belles, interactions et un moment très sensible avec, moi et l'autre animatrice. C'était un très beau moment et vous pouvez le voir, la qualité des portraits, produits. Voilà, merci.